Bonjour et bienvenue au cycle des conférences Léopold de Lille. Ces conférences qui offrent à un public de curieux et d'amateurs éclairés des synthèses inédites et érudites autour de l'histoire du livre. Ce cycle de conférences est organisé avec le soutien d'Henri Schiller, bibliophile et collectionneur, grand mécène de la Bibliothèque nationale du France. Ces deux conférences sont consacrées aux livres turcs et elles seront diffusées en streaming sur le site uniquement et sans modération. La première conférence aura lieu le mardi 13, a lieu le mardi 13 et la seconde le mercredi 14 décembre. Nous avons le plaisir d'accueillir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Zeren Tanende, qui est spécialiste d'art islamique du livre, qui est professeur honoraire de l'université d'Uludağ en Turquie et auteur de nombreux articles et ouvrages sur l'art du livre turc dans l'Empire ottoman. Les deux conférences qu'elle donne seront publiées aux éditions de la Bibliothèque nationale dans la collection Conférences Léopold de Lille. Madame Tanende nous offre un panorama de l'histoire du livre turc du point de vue de l'art de la reliure, extrêmement sophistiqué, et qui a donné lieu à la création de chefs-d'œuvre, de véritables chefs-d'œuvre, de l'enluminure, bien sûr, extrêmement célèbre, et de la calligraphie que les calligraphes ottomans ont élevé à un art sans égal. Elle évoque également les chefs-d'œuvre d'architecture ainsi que certains trésors cachés des grandes bibliothèques ottomanes de Turquie qu'elle connaît particulièrement bien, et elle nous parlera par exemple de la bibliothèque du palais de Topkapı. Cette conférence fait écho à à l'existence d'un fonds de manuscrits turcs particulièrement important à la Bibliothèque nationale de France. Les premiers volumes en langue turque entrèrent à la bibliothèque en 1668-1669, d'une part par l'acquisition de la bibliothèque de Mazarin, grand collectionneur qui contenait une cinquantaine d'ouvrages dans cette langue, mais également celle de l'érudit Gilbert Golemin qui, à côté d'importants manuscrits hébreux, arabes et persans, possédait une centaine de volumes en langue turque. À partir de 1669, par ordre du roi, des envoyés mandatés effectuèrent des achats pour la bibliothèque et ils avaient pour instruction de rapporter des ouvrages en langue orientale, dont le turc. Et grâce à la politique d'acquisition régulière mise en œuvre dès cette époque, cette collection compte aujourd'hui environ 2000 manuscrits, dont une cinquantaine de manuscrits à peinture. Il est temps maintenant pour moi de laisser la parole à Madame Tanende en vous souhaitant une agréable écoute. Chers collègues et chers auditeurs, voici ma seconde conférence dans cette prestigieuse bibliothèque. Le titre de mon second sujet est La tradition des collections de manuscrits enluminés et les bibliothèques royales d'Istanbul. La collection de manuscrits enluminés est une tradition qui remonte il y a longtemps au 8e et 9e siècle. Les personnalités prospères et cultivées, au goût artistique raffiné, qui collectionnaient les livres, étaient particulièrement intéressés par les manuscrits enluminés. Il s'agissait des mécènes, des artisans du livre. Les sultans ottomans, mécènes eux-mêmes, commanditaient des livres produits par des artistes employés dans les ateliers de leur cour et sélectionnaient certains manuscrits enluminés parmi leurs collections dans la bibliothèque du palais pour les offrir en cadeau, instruments diplomatiques qui jouaient un rôle essentiel dans la politique internationale.
Ils étaient donnés aux dirigeants d'autres États économiquement et politiquement puissants par d'importantes délégations diplomatiques avec d'autres objets de valeur. Comme tous les cadeaux, les livres richement décorés véhiculaient goûts et styles d'un lieu à l'autre. Ils devenaient source d'inspiration pour les artistes employés à la cour qui les recevaient. Au premier rang de ces livres figuraient les Corans, rédigés par d'éminents calligraphes, décorés d'enluminures et parfois de reliures, sertis de rubis, de turquoise et de perles sur des plaques d'or. Rehausser les pages des manuscrits d'enluminures et les relier en cuir ouvragé était une tradition qui a commencé avec le Coran, le texte sacré des musulmans. Il existe des exemplaires de Coran datés des 8e et 9e siècles. La couverture de ces premiers Corans enluminés mesure entre 16 et 40 cm. Ils sont écrits en caractères koufiques sur parchemin, leurs pages sont enluminées et leurs reliures en cuir finement travaillées. À partir du Xe siècle, les Corans ont commencé à être écrits sur papier et le style graphique a changé. Les membres des élites dirigeantes, les riches intellectuels et les fonctionnaires érudits ont doté de Corans richement décorés les mosquées et les tombeaux qu'ils ont fait construire, les madrasas et les sépultures de notables mystiques soufis. Les Corans sont les premiers exemples de livres aux pages enluminées. Ces exemplaires richement décorés ont été réalisés pour la plupart entre les XIVe et XVIe siècles. Les Corans n'étaient pas seulement écrits sous forme de livres, mais parfois sur de longues feuilles de papier qui étaient ensuite brochées pour former des rouleaux de parchemin. Cette tradition ne se limitait pas au Coran. Des textes composés de formules talismaniques, de divination et de prières, agrémentés parfois de diagrammes pour séparer les chapitres, étaient produits à la fois sous forme de livres et de rouleaux de parchemin. Certains présentaient des images des villes saintes visitées par les pèlerins musulmans et des détails de la topographie locale. Un rouleau de 50 cm de large décrivant les lieux saints de l'islam pouvait être accroché au mur de la qibla d'une mosquée pour être admiré par un grand nombre de personnes. Ainsi, les croyants qui ne pouvaient se rendre en pèlerinage contemplaient les lieux saints de pays lointains, presque comme s'ils les avaient visités. Bien que l'exemplaire du Coran ait été les premiers livres richement décorés, il n'était pas courant qu'il doit illustrer d'images figuratives. Il existe cependant quelques rares exceptions représentant mosquées, lieux sacrés ou illustrés de forme symbolique évoquant des saints. La décoration de la sourate de Marie dans la section médiane du Coran était la préférée de l'élite musulmane. À partir du milieu du XVIIe siècle, les Corans étaient parfois ornés d'une rose à la fin ou au début du texte. Un récit de la vie du prophète Mahomet était écrit sur les pétales de cette rose. Des images de la Mecque et de Médine, les villes saintes de l'islam, étaient incluses au début ou en fin de manuscrit. Le calligraphe était généralement le seul artiste dont le nom fut inscrit dans les manuscrits enluminés. Il existe de rares exemples de calligraphes qui ont enluminé, illustré et relié des livres qu'ils avaient copiés. Il arrivait que l'enlumineur écrive son nom en lettres minuscules sur l'enluminure, mais il était très rare qu'un artiste signe de son nom l'une de ses miniatures.
Dans certains livres enluminés, le nom du mécène qui avait commandité le livre était inscrit à l'intérieur d'un médaillon enluminé sur la première page. Comme les autres livres, les manuscrits enluminés étaient conservés dans le trésor ou la bibliothèque du palais, dans des pièces meublées d'armoires à livres, dans des maisons des membres de la famille royale ottomane, des hommes d'État, des savants et des intellectuels, ou dans des bibliothèques autonomes qu'ils avaient fondées. Un grand nombre de manuscrits enluminés, principalement des Corans, offerts par des mécènes, étaient conservés dans des placards ou des endroits spéciaux dans les mosquées et les sépultures édifiées par des sultans, des hommes d'État et d'éminents mystiques soufis. La principale collection de manuscrits rares et illustrés à Istanbul, capitale de l'Empire turc ottoman, était celle du palais de Topkapi. Ce palais fut le centre administratif de l'État pendant près de 5 siècles, de 1460 à 1850, ainsi que la résidence officielle du sultan et de sa famille. Le trésor impérial était logé dans les 2 dernières pièces et leur sous-sol sur le côté droit de la 3e cour du palais de Topkapi. Quelques-uns des livres conservés ici avaient été réalisés dans les ateliers d'art du palais. D'autres étaient l'œuvre d'artistes venus de divers États musulmans entre le 8e et le 16e siècle. Certains étaient envoyés en cadeau aux sultans ottomans peu après leur création, et d'autres des siècles plus tard, à l'occasion de célébrations de circoncision ou de visites de délégations diplomatiques. Les souverains safavides, Shah Tahmasp et Mohamed Oubadembe, ont offert un grand nombre de manuscrits enluminés en cadeau aux sultans turcs. En outre, les poètes et écrivains qui avaient émigré dans l'Empire ottoman avaient emporté leurs livres avec eux. On peut supposer ainsi que les artistes et les calligraphes, migrant vers la Turquie, conservaient leurs esquisses dans leurs bagages. Selon la loi ottomane, les biens des fonctionnaires qui mouraient sans laisser d'héritier ou étaient reconnus coupables d'un crime contre l'État étaient confisqués, y compris leurs livres. Les biens les plus précieux étaient placés dans le trésor public et le reste était vendu. Certains livres du trésor du palais étaient achetés aux enchères, d'autres pillés dans les bibliothèques des territoires conquis. Cependant, je dois expliquer ici que les livres portant des annotations spécifiant qu'il s'agissait de dotations n'étaient généralement pas saisis comme butin et envoyés à Istanbul, bien que j'ai vu quelques exemples de livres mamelouks et safavides portant des inscriptions de dotation dans des bibliothèques d'Istanbul. Il est possible que ces livres aient été apportés au palais de Topkapi, par exemple ceux d'un fonctionnaire mort sans héritier, ou dont les biens avaient été saisis ou achetés. Les livres que le sultan ou les membres de sa famille souhaitaient consulter étaient sortis du trésor du palais, conformément au règlement régissant cette procédure, et envoyés à la salle du conseil privé, située à gauche de la 3e cour, ou au trésor du conseil privé attenant. Les livres étaient également prêtés aux femmes de la famille royale et aux hauts fonctionnaires du palais. Le fait que la plupart des livres précieux enluminés conservés dans le trésor aient survécu jusqu'à nos jours dans un état impeccable et subi très peu de dommages, même après 7 siècles, est évident au niveau des reliures qui sont la partie la plus facilement endommageable des manuscrits. Cela montre qu'un soin particulier était apporté à la protection des livres de valeur qui étaient conservés dans des armoires dans les salles du trésor.
qui n'était donné au sultan que pour être lu et ne passait pas de main en main. Nous savons, grâce à l'inventaire dressé par le bibliothécaire de la cour à Toufi dans les années 1502 à 1504, qu'il y avait plus de 5000 livres dans le trésor du palais de Topkapi au début du XVIe siècle. Le sultan Ahmed III fit construire la première bibliothèque royale autonome dans la troisième cour de Topkapi, connue sous le nom de bibliothèque impériale ou bibliothèque Anderun. Ce bâtiment était destiné à l'usage des garçons fréquentant l'école du palais, destiné ensuite à occuper des postes officiels et offrant les meilleures conditions de conservation des livres. Les livres des salles du trésor, qui devaient être transférés dans la nouvelle bibliothèque, étaient sélectionnés avant la pose des fondations. Ces livres étaient retirés du trésor et placés en lieu sûr dans le trésor du conseil privé avant le début des travaux. La bibliothèque est cruciforme et comporte un sous-sol. Les murs sont carrelés et le plafond décoré de mottes en pin sur le plâtre. Lorsque la bibliothèque fut achevée, près de 3000 livres furent rangés dans des armoires appropriées. Ces étagères originales n'existent plus. À la place, on voit aujourd'hui, le long des murs, des placards encastrés avec des rayonnages. Je pense qu'à l'origine, les armoires en bois étaient placées au centre de la bibliothèque, comme sur la photo que je viens de vous montrer, car les marques laissées par les pieds de ces meubles sur le sol de la bibliothèque sont encore visibles aujourd'hui. Une cérémonie fut organisée pour célébrer l'ouverture de la bibliothèque en 1719. Les livres qu'elle contenait furent consignés dans un registre dont la première page était enluminée. Un acte de dotation de la bibliothèque fut également rédigé. Ce texte, écrit en 1730 par le célèbre calligraphe de la cour de l'époque, Abdullah de Yedikoulé, et la première page de ce document était également enluminée. Aujourd'hui, certains des livres de la section Ahmed III de la bibliothèque de Topkapi sont estampillés du sceau de la dotation circulaire ou du cachet ovale d'Ahmed III. Le sceau ovale du sultan Ahmed, portant la date 1703, est apposé sur la troisième page de certains livres. Aujourd'hui, une sorte de lanterne est suspendue au plafond de la bibliothèque. Cet objet a été restauré récemment. Il s'était assombri avec le temps et le décor de l'intérieur n'était plus clairement discernable. Pendant la restauration, on a découvert que cette lanterne était remplie de morceaux de papier décoratifs, couverte en filigrane de prières diverses. Les inscriptions suggèrent que l'objet a été suspendu ici, en guise de talisman, pour protéger le bâtiment des catastrophes. Je n'ai jamais rien vu de comparable. En revanche, j'ai vu des objets de métal ou de bois magnifiquement sculptés, aux motifs composés des premières lettres des épithètes de Dieu et du prophète, suspendus au plafond des bibliothèques. Ces suspensions sont appelées en turc aski. Cet exemple exceptionnel de la bibliothèque Ahmed III date du XVIIIe siècle. Le sultan Mahmoud Ier succéda sur le trône à son oncle Ahmed III. Comme son oncle, il fit construire un bâtiment de bibliothèque indépendant. Elle fut construite dans une alcôve du mur sud de la mosquée Hagia Sophia, l'ancienne église de Sainte-Sophie. L'entrée de la bibliothèque était située à l'intérieur de la mosquée. Elle se compose d'une salle de lecture et d'une librairie carrée. Les murs sont carrelés et la surface intérieure plâtrée du dôme est peinte de motifs divers. Les étagères de bois d'origine qui renfermaient les livres existent encore. Leur devant est grillagé et elles étaient placées au centre de la pièce.
Un acte de dotation et un registre d'inventaire sont également été rédigés pour cette bibliothèque, achevée en 1740 et remplie de livres choisis dans la collection du Palais Topkapi, la plupart enluminés et illustrés. Une cérémonie d'inauguration fut inaugurée. Le sceau de la dotation de Mahmoud Ier était apposé sur la première page de chaque livre de la nouvelle bibliothèque. En outre, le fonctionnaire responsable des dotations écrivait une note sur la première page et apposait le sceau du sultan juste au-dessus. En 1742, le sultan Mahmoud Ier fit construire une seconde bibliothèque autonome dans la cour de la mosquée de Fatih. Près de 5000 livres provenant du trésor de Topkapi furent confiés à cette bibliothèque et le sceau de dotation du sultan apposé sur leur page, comme dans le cas des ouvrages déposés à la bibliothèque Hagia Sophia. Je dois également mentionner qu'il était de tradition que les hauts fonctionnaires d'État et les maîtres calligraphes offrent des livres en cadeau le jour de l'inauguration des mosquées et des bibliothèques fondées par les sultans. Mahmoud Ier a également entrepris la construction d'une bibliothèque indépendante dans la cour de la mosquée Nur Osmaniye qu'il avait fondée. Cette bibliothèque, inachevée à sa mort, fut terminée sous l'égide de son frère cadet et successeur, le sultan Osman III, en 1755. Des livres richement décorés provenant du trésor de Topkapi furent déplacés dans cette nouvelle bibliothèque et le sceau de dotation du nouveau sultan apposé sur la première page de chaque livre. Comme il était d'usage, les fonctionnaires chargés des dotations rédigea une annotation et apposa son sceau. Les étagères originales de cette bibliothèque n'ont pas survécu. La bibliothèque Nuro Osmaniye est la dernière bibliothèque royale autonome construite par les sultans ottomans à Istanbul. Les sultans ultérieurs choisirent de construire des bibliothèques dans des pièces attenantes à une madrasa ou une sépulture. À partir de cette époque, les créateurs des bibliothèques autonomes furent les grands vizirs et les hauts fonctionnaires. Regardez cette carte. Il s'agit de la péninsule historique du vieil Istanbul. Les points montrent les bâtiments où étaient conservées les collections de livres, notamment le palais Topkapi et les bibliothèques autonomes. Dans certains cas, il s'agit de bâtiments historiques, tels que les madrasas, dans lesquels une pièce était utilisée comme bibliothèque. Ces lieux datent de la période 1500 à 1800. La plupart des bibliothèques ont été construites au XVIIIe siècle. La carte montre de grand nombre de bâtiments officiels utilisés pour conserver les livres à Istanbul et les endroits où la plupart se situaient. J'ai tiré cette carte d'une thèse de doctorat sur les bibliothèques rédigée par un historien ottoman, Yavuz Sezer. Ce jeune et brillant universitaire est malheureusement décédé de la Covid il y a 1 an. Je souhaiterais maintenant aborder l'architecture de certaines structures autonomes qui sont toutes de séduisantes œuvres d'art, parler aussi de leurs fondateurs et des caractéristiques artistiques des livres qu'elles renfermaient. Je vais vous montrer la première bibliothèque autonome construite à Istanbul en 1676, en dehors du palais de Topkapi. Elle est érigée dans le quartier connu sous le nom de Sultan Ahmed. Il s'agit d'un bâtiment carré coiffé d'un dôme. Les armoires qui s'y trouvent aujourd'hui ne sont pas d'origine. Le grand vizir Köprülü Mehmet Pacha a fait construire le bâtiment, mais est décédé avant qu'il ne soit achevé, et c'est son fils qui l'a terminé. Des livres estampillés du sceau de Mehmet Pacha figuraient dans la bibliothèque. Il se trouve aujourd'hui dans la bibliothèque Süleymaniyye. La seconde bibliothèque que j'ai choisie est celle construite par le grand vizir Ali Pacha. Ali Pacha était né à Istanbul en 1689 dans une famille aisée et érudite.
Son père était médecin en chef du palais. Son fils était connu sous le nom de Hekimoglu Ali ou Ali, le fils du médecin. Après des études au Topkapi, il a occupé jusqu'en 1730 divers postes officiels, principalement postés en Anatolie orientale et sud-orientale, ainsi qu'en Azerbaïdjan iranien. Entre 1627 et 1629, il était commandant des forces ottomanes à Tabriz. À cette époque, conformément à la tradition, les biens immobiliers appartenant aux personnes de la région, qui étaient désormais sous domination turque, étaient enregistrés à des fins fiscales. Cela était le cas dans la ville d'Ardabil, où se trouvait la citane ou la loge soufie de Seyf-Safiyeddin Erdebili. Les porcelaines, livres et autres objets conservés dans la tombe et la salle de classe de la citane ont également été consignés. Cette liste comprend un total de 844 livres, principalement des Corans. Les documents relatifs à ces livres sont aujourd'hui classés dans les archives de l'État ottoman à Istanbul. Certains des manuscrits enluminés appartenant à la citane ont été emportés en Russie au XIXe siècle et on en dénombre aujourd'hui 166 à la bibliothèque de Saint-Pétersbourg. En raison de ses succès en Iran, Ali Pacha fut nommé grand vizir en 1732. Il avait accumulé une immense fortune pendant les années où il servait loin d'Istanbul. Dès son retour dans la capitale, il fit construire un complexe de mosquées sur des terres appartenant à son père dans le quartier aujourd'hui appelé Koka Mustafa Pacha, où il était né. Cet ensemble, qui comprend une mosquée et une bibliothèque, fut inauguré en 1733 lors d'une cérémonie imposante à laquelle assistait le sultan Mahmoud Ier. Hekimoglu Ali Pacha fit don de sa collection de livres à cette bibliothèque. La bibliothèque est construite en hauteur, au-dessus de la porte d'entrée de la cour de la mosquée. Elle est carrée et surmontée d'une seule coupole. Comme le veut la tradition, les livres étaient rangés au centre de la pièce. Depuis, cette zone d'entreposage a été surélevée pour créer un espace vide dans son centre, comme le montre cette photographie. Il n'y a plus de livres ici. Ils ont été transférés depuis longtemps à la bibliothèque Suleymaniye. Pendant la période où Ali Pacha était grand vizir, sa bibliothèque était lieu de rencontre pour les poètes et les calligraphes qui s'y retrouvaient pour converser sur la littérature. 19 des livres les plus richement décorés de la bibliothèque d'Ali Pacha ont été confiés au musée d'art turc et islamique en 1914 afin d'être conservés dans de meilleures conditions et exposés dans le musée. Les autres se trouvent maintenant à la bibliothèque Suleymaniye. 3 des livres du musée d'art turc et islamique et 16 de la bibliothèque Suleymaniye portent le cachet de dotation et la notation de dotation de la zitane chez Safiyeddin Erdebili à Ardabil. Ali Pacha a dû apporter ses livres d'Ardabil. Vous pouvez lire les détails des livres estampillés du sceau de la citane Seyf-Safi qui appartenait à la bibliothèque d'Ali Pacha dans un article que je suis en train de rédiger. L'examen de ces livres montre que la plupart sont des copies des œuvres complètes des poètes Rumi, Jami et Sadi, des majmoua ou des compendiums qui recueillent des œuvres de nombreux poètes de langue persane. L'un des plus anciens est daté de 1405 et compte plus de 1000 pages. La troisième bibliothèque que j'ai retenue, édifiée par un fonctionnaire ottoman, est la bibliothèque Achir Effendi. Mustafa Effendi, qui était diplomate et occupait la fonction de Reşul Kutap au palais de Topkapi, fit construire cette bibliothèque
sur un terrain qu'il possédait à Sultan Hamam, un faubourg de Paçacapi, qui est aujourd'hui un quartier commercial très animé d'Istanbul. L'acte de dotation de sa bibliothèque fut rédigé en 1747, mais Mustapha Effendi mourut en 1749, avant même le début des travaux. Son fils, Seou Islam Assir Effendi, fit alors construire la bibliothèque, composée de 2 étages principaux et d'un sous-sol. Hélas, plus personne ne s'y intéresse vraiment aujourd'hui et elle est gravement détériorée. Lorsque la construction fut achevée en 1798, Achir Effendi plaça dans la nouvelle bibliothèque les livres marqués du sceau de dotation de son père, Mustapha Effendi, ainsi que ses propres livres frappés de son sceau. L'un des livres de Mustapha Effendi que je vais vous montrer est le Mesnevi de Rumi. Cet exemplaire date de 1620 et a probablement été réalisé à Ispahan à la période safavide. La reliure safavide du XVIIIe siècle est un chef-d'œuvre du genre et l'enluminure le travail d'un grand maître. Je souhaite vous montrer 2 livres d'Achir Effendi, fils de Mustapha Effendi, portant son sceau. L'un d'eux est un Coran, que vous voyez ici, daté de 1558, dont le texte a été calligraphié par Abdullah Kirimi, l'un des plus éminents calligraphes turcs du XVIe siècle. Fort peu d'œuvres d'Abdullah Kirimi ont survécu jusqu'à nos jours, et celle-ci est la plus belle de toutes. Le prochain livre que je vais vous présenter appartenait aussi à Achir Effendi. Il s'agit d'une copie de Siyar Makale, un recueil de fables de Nizami Arroudi. Le sceau d'Achir Effendi est apposé à la première page. Une dédicace au prince Timouride Païsungour est rédigée à l'intérieur d'un médaillon enluminé. Le manuscrit a été produit à Hérat en 1431. Il est illustré de 9 tableaux réalisés par un maître et constitue la seule copie illustrée connue du Siyar Makale. Le fils d'Achir Effendi, Hafid Effendi, a également placé dans cette bibliothèque des livres frappés de son propre sceau. Le livre que j'ai choisi est une œuvre du célèbre poète Timouride Moladjami. Le sceau d'Hafid Effendi est apposé sur la première page. Il y a 2 illustrations en double page. La reliure en laque est un superbe travail d'artisanat. La date 1570 est écrite sur le rabat. Ce livre a été produit en Iran pendant la période safavide. Aujourd'hui, 40 livres de la bibliothèque d'Achir Effendi se trouvent au musée d'art turc et islamique, la plupart enluminés et illustrés. Le reste est à la bibliothèque Suleymaniye. Haji Selim Aga était un autre haut fonctionnaire, élevé dans la famille dont je vous ai parlé. Sous son influence, il fonda en 1782 une bibliothèque autonome à Ushkudar, près de l'actuel quai d'Ushkudar. Il apposait son sceau de dotation sur tous ses livres avant de les placer dans cette bibliothèque où ils sont encore conservés aujourd'hui. À mon avis, le plus précieux des livres appartenant à Haji Selim Aga est une copie enluminée du Mesnevi de Rumi, datant de 1389. Sur la première page, il y a 2 sceaux. L'un appartient à Haji Selim Aga, l'autre, petit et ovale, au sultan Selim II. Le deuxième des livres enluminés appartenant à Haji Selim Aga est le Hamse de Haku Kirmani. Ce livre doit avoir été composé à Bagdad pendant la période Karakoyunlu-turkmène vers 1450. Le sceau du sultan Suleiman Ier, apporté dans l'un des livres que j'ai mentionnés,
et celui de son fils, Selim II, dans l'autre, sont particulièrement intéressants. Cela suggère que les deux livres appartenaient à l'origine au trésor du palais Topkapi. Haji Selim Aga a dû, d'une manière ou d'une autre, entrer en possession de ces livres alors qu'il servait au palais. Il a connu une fin tragique après avoir commis une faute pour laquelle il a été exécuté en 1789. Dans ces circonstances, ses biens auraient dû être transférés au palais Topkapi. Pourtant, ce n'a pas été le cas de ces deux livres portant les sceaux royaux. En effet, Haji Selim Aga en avait fait don, parmi d'autres, à la bibliothèque qu'il avait fondée bien plus tôt, en 1782. Comme il était d'usage, ces livres offerts en donation n'ont pas été confisqués. Je conclurai ma conférence en vous racontant ce qui est arrivé aux bibliothèques royales d'Istanbul et à celles construites par des fonctionnaires à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Certains manuscrits du trésor du palais de Topkapi ont été transférés dans d'autres bibliothèques au XVIIIe et XIXe siècle. Le dernier sultan à avoir fait cela était Abdülhamid II. Ce sultan vivait au palais de Yildiz, dans le quartier de Beşiktaş à Istanbul. Certaines pièces de ce palais étaient utilisées comme bibliothèque à la fin des années 1880, bien qu'il n'y ait aucune confirmation documentée à ce sujet. L'une des photographies du bâtiment du palais de Yildiz et sa légende précise l'existence d'un bâtiment utilisé comme bibliothèque au sein du palais. L'un des rabats de la reliure et l'un des sceaux des manuscrits mentionnent deux noms de bibliothèque du palais de Yildiz. Le sceau porte le nom de bibliothèque de Mabeyni Humayun. Le rabat de la reliure porte le nom de bibliothèque de Zulveçin Humayun. Les livres entreposés au palais de Yildiz ont été choisis parmi ceux de Topkapi et de la bibliothèque d'Hagia Sophia. Outre ces livres, les objets de porcelaine et des bijoux du trésor ont également été transférés du palais de Topkapi à Yildiz. L'intention était de les exposer dans un musée qui devait être créé au palais de Yildiz. Un projet d'exposition a bien été envisagé, mais il n'est pas certain que le musée ait effectivement construit à cet effet. Certains des livres de Yildiz ont été reliés dans l'atelier de reliure bien équipé qui s'y trouvait. Ces nouvelles reliures distinctives étaient en cuir rouge et portaient la signature du sultan Abdülhamid II et le nom officiel de la bibliothèque du palais. Certaines reliures produites dans cet atelier relevaient d'un excellent savoir-faire artisanal, mais aucune étude n'en a encore été réalisée. Immédiatement après la destitution d'Abdülhamid II en 1909, Yildiz a été vidé de tout son contenu, renvoyé dans ses lieux d'origine. Les rares manuscrits et livres imprimés qui, pour une raison inconnue, n'ont pas été restitués, ont été transférés dans un bâtiment de l'Université d'Istanbul en 1924, avec divers objets ayant appartenu à la bibliothèque du palais de Yildiz. Parmi ces livres figure un majmoua de 145 pages, compilé à Shiraz pour le sultan Timouride Iskander en 1413. Vous voyez ici ce manuscrit. À l'origine, ce majmoua, magnifiquement illuminé et illustré, comptait 900 pages. Mais une section de 650 pages en a été retirée alors que le livre se trouvait à Yildiz. Les pages manquantes
se trouve aujourd'hui dans 2 collections européennes. La première partie dans la collection du musée Gulbenkian à Lisbonne et la seconde à la bibliothèque Chester Beatty de Dublin. Dans les années 1890, les bâtiments de la Bibliothèque autonome d'Istanbul avaient besoin d'être restaurés. Ils n'offraient plus les conditions adéquates pour préserver les livres qu'ils contenaient. Il y avait également un risque de détérioration des exemplaires exceptionnels du Coran offerts aux mosquées et sépultures de la ville, ainsi que des panneaux d'inscription calligraphiques accrochés dans les mosquées, les tombeaux et les tekkes soufis. En 1895, il a été proposé de créer un musée d'art islamique dans le premier bâtiment du musée d'Istanbul. Les conservateurs étaient conscients des mauvaises conditions dans lesquelles ces trésors culturels étaient conservés et ont attiré l'attention sur cette situation, mais rien n'a été fait. En 1909, Istanbul connut de graves bouleversements politiques. Le sultan Abdülhamid II fut déchu et exilé à Salonique. Des rebelles tentèrent de piller Yildiz, où Abdülhamid avait résidé et qui contenait près de 30 000 livres et autres objets précieux. Cette tentative fut contrecarrée de justesse. Le frère cadet d'Abdülhamid, Mehmet Reşad, fut proclamé sultan. Le nouveau sultan ne vivait pas à Yildiz, mais dans un palais moderne d'Istanbul. Ainsi, en 1909, puisque Yildiz n'était plus la résidence royale, il fut décidé de vider le palais et d'envoyer tout son contenu dans des musées. Cette décision fut immédiatement appliquée, mais le transport des pièces prit beaucoup de temps. Les registres dans lesquels le contenu de Yildiz a été enregistré lors de son déménagement se trouvent aujourd'hui aux archives d'État. Un incident qui s'est produit dans l'environnement politique chaotique d'Istanbul en 1909 est particulièrement intéressant. En 1910, il était prévu d'ouvrir une exposition d'art islamique à Munich. Les commissaires de l'exposition étaient l'historien d'art islamique Friedrich Saar et le collectionneur Friedrich Martin. Ils avaient envoyé une requête officielle au gouvernement ottoman pour demander le prêt d'objets à inclure dans cette exposition. Un comité, dirigé par le directeur du musée impérial, Halil Ethem Eldem, sélectionna 25 pièces. 3 fonctionnaires furent envoyés à Munich pour étudier ce projet et rédiger un rapport. Parmi eux se trouvait Armenag Sarkisian, bien connu des historiens d'art pour ses publications. À l'époque, Sarkisian était un député au Parlement ottoman. En 1910, la nouvelle s'est répandue que des tapis, des manuscrits, des lampes et d'autres objets de valeur avaient été volés dans des mosquées et des tombes à Istanbul et dans des villes de province. En 1911, après la rumeur affirmant que des livres avaient été volés à la bibliothèque d'Hagia Sophia, un inventaire fut réalisé et certains livres manquaient en effet. L'un des manuscrits enluminés et illustrés volés est une œuvre littéraire exposée aujourd'hui à Dublin. Des pages du Coran se trouvent à la bibliothèque Chester Beatty de Dublin et au musée Gulbenkian de Lisbonne. En 1911, une décision très importante fut prise par le Parlement ottoman. Toutes les œuvres d'art islamique se trouvant dans les sépultures et les mosquées d'Istanbul ou autres villes devaient être centralisées à Istanbul. Cette opposition fut exécutée de toute urgence et le Parlement décida qu'un musée destiné à les accueillir devait être créé dans la mosquée Süleymaniye, construite par l'architecte Sinan. La même résolution stipulait que des manuscrits enluminés et illustrés des bibliothèques d'Istanbul et d'Anatolie devaient être transportés dans ce musée.
Grâce à ces décisions prises dans la situation politique particulièrement instable qui régnait à l'époque dans l'Empire ottoman, d'innombrables manuscrits et objets précieux sont toujours intacts aujourd'hui. Cette détermination reflète une tradition d'État puissante et enracinée depuis longtemps, qui a joué un rôle crucial dans l'histoire des musées turcs. Le principal inspirateur de ces mesures était Halil Ethem Eldem, un universitaire qui contribua à la protection des antiquités à la fin de la période ottomane et au début de la période républicaine, jusqu'à sa mort en 1938. Un groupe d'éminents fonctionnaires, parmi lesquels le directeur du musée Halil Ethem et Armenag Sarkisian, sélectionna les œuvres qui seraient exposées au nouveau musée Waqf. Ce musée ouvrit ses portes en avril 1914. Friedrich Sarre, qui avait été l'un des commissaires de l'exposition des arts islamiques à Munich en 1910, publia la première évaluation scientifique du musée un mois plus tard, en mai 1914. Friedrich Sarre et le fonctionnaire ottoman Sarkisian publièrent leurs premiers articles et ouvrages sur les arts islamiques du livre après 1920. Le commissaire de l'exposition des arts islamiques de Munich de 1910, le collecteur Friedrich Martin, rédigea également plusieurs articles. La plupart des manuscrits qui ont fait l'objet de publications de tous ces universitaires pionniers ont été sélectionnés dans le tout nouveau musée de notation islamique d'Istanbul. Ainsi, les chercheurs occidentaux qui effectuaient des recherches sur les arts islamiques du livre purent en voir pour la première fois des exemples dans les musées et les bibliothèques de notation turques. Néanmoins, ce qui m'étonne, c'est que dans son livre sur l'art de la miniature persane, publié en 1929, Armenag Sarkisian précisait dans la légende d'une miniature illustrant son livre qu'elle appartenait à la collection de l'auteur. Vous le voyez ici. À ma connaissance, le véritable propriétaire était quelqu'un d'autre. Cette illustration avait été retirée d'un manuscrit qui se trouve aujourd'hui encore à la bibliothèque de Topkapi. Sa reliure, son enluminure et une des miniatures indiquent qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre incomparable produit à l'atelier de Herat en 1495 sous le règne du sultan Timurid Hussein Baykara. Le retrait des manuscrits enluminés du trésor de Topkapi et des bibliothèques royales au cours des années 1890 à 1910 et leur transfert dans d'autres bâtiments, puis leur retour dans leurs anciennes demeures, avaient non seulement causé des dommages, mais pis encore, certains s'étaient perdus. Le fonctionnaire malhonnête responsable de ces œuvres dans les institutions où elles devaient être transférées avait manifestement donné des livres rares illustrés enluminés entiers ou certaines pages soigneusement extraites à un marchand de manuscrits ou à un collectionneur de livres étrangers. Cette pratique n'était pas nouvelle, comme le prouvent les mémoires du diplomate allemand Friedrich von Diez. En 1798, Diez avait acheté des centaines de pages d'albums à un fonctionnaire du palais. Cette transaction s'était produite juste au moment du décès de l'ancien sultan, avant l'accession au trône de son successeur, profitant de la situation confuse qui régnait alors au palais de Topkapi. La restauration des bibliothèques autonomes d'Istanbul a commencé après 1924 et les livres qu'elles renfermaient furent transférés à la bibliothèque Süleymaniye. Ces expositions se prolongèrent jusqu'en 1968. C'est alors
que les célèbres livres de la bibliothèque Hagia Sophia furent confiés à la bibliothèque Suleymaniye. Le musée du Waqf a été rebaptisé Musée d'art turc et islamique. En 1983, il a déménagé de Suleymaniye au palais Ibrahim Pacha, dans le quartier de Sultanahmet à Istanbul. Aujourd'hui, certains rares amateurs collectionnent encore les manuscrits qui comptent parmi les œuvres d'art les plus raffinées de Turquie, les livres de calligraphie, les plaques calligraphiées et les documents précieux comme les édiles royaux. Ce sont des intellectuels fortunés qui ont principalement acheté ces œuvres. Les manuscrits illustrés, les panneaux calligraphiques et les documents sont conservés dans des musées créés par les propriétaires de ces œuvres qui les exposent et en publient des photographies dans des catalogues. Merci infiniment de votre attention.